Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Nvidia, évidemment, piège ou opportunité. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à but unique, pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter bien évidemment, mais aussi TikTok et Instagram à Tino-bourse. Et bien évidemment, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Le salon de bourse MTT est ouvert. On a ouvert de nouvelles places. Si vous avez de l'intérêt, vous avez tout donc sur le site de pepitortrade.com et en lien dans la description de la vidéo. Mes partenaires, bien évidemment, Trade Republic, l'investissement et l'épargne programmée, spécialiste là-dedans. Moi, j'utilise également pour les cryptos, ça me va très bien. Ibu, mes amis de l'expertise fondamentale avec qui on a réalisé une vidéo qui sortira bientôt, une vidéo spécifique sur l'analyse technique, vous verrez. Urutia, bien évidemment, hein, mes amis de la gestion privée, spécialistes notamment des produits structurés, de l'assurance vie, etc., etc. Et bien évidemment, ProRealTime, le logiciel que j'utilise pour toutes les analyses techniques que je vous propose. C'est un logiciel qui est bien évidemment gratuit. On attaque avec le programme, bien évidemment, hyper chargé, puisque on a eu de l'actualité cette semaine avec, bien évidemment, Nvidia. Comment ne pas parler de Nvidia dans cette vidéo? C'est ce qu'on va essayer, bien évidemment, de faire. Et puis, on ira... bien sûr, en amont, hein, parler un petit peu d'économie également. Je sais que ça vous plaît en intro, donc on le fera. Total Energy pour les titres, hein, Total Energy en Europe, Dassault Systèmes, Vinci, SMCP, Soitec. On fait le suivi. Il y a quelques nouveaux titres, vous allez voir dans cette liste, quelques nouveaux titres qui apparaissent. Bastide Le Confort, Hermès, Orpea évidemment, hein, on fait le suivi. LNA Santé, même secteur. ICAD, Nexity pour les foncières, Big Ben, Rémi Cointreau, Capgemini, Française des Jeux, LVMH, XFab, Equasense, Worldline, Fnac Darty, Sartorius, Median Technologies, EuroAPI, Umicore, Aramis. On ira même en Allemagne parler de Bayer, avant bien évidemment de vous parler de 3 actions américaines. Netflix, GDS Holding, c'est plutôt une chinoise mais qui est cotée au Nasdaq je crois, enfin en tout cas aux États-Unis, et Adobe bien évidemment qui est beaucoup plus connu. Avant de vous proposer le titre à suivre, pas évident hein, cette semaine de vous proposer un titre à suivre, mais comme d'habitude j'essaye de jouer le jeu, de vous trouver quelque chose. J'ai peut-être quelque chose à surveiller pour les prochaines semaines. Comme d'habitude, merci 1000 fois pour le nombre de commentaires que vous laissez, pour le nombre de likes que vous laissez. J'essaye de répondre à tout le monde. Merci vraiment parce que en mettant un commentaire, ça vous paraît encore une fois être pas grand chose, mais ça aide beaucoup la chaîne à progresser. Donc vraiment merci pour toutes celles et ceux qui prennent le temps à chaque fois. Il y en a qui sont fidèles d'ailleurs, je les remercie. Prennent le temps à chaque fois de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Allez, on attaque avec donc le résumé de la semaine. Tiens, je vais activer ma petite webcam. Me voilà, nouveau bonjour. Donc, évidemment, le résumé de la semaine se résume bien évidemment sur un événement hein, qui est désormais un événement, c'est presque un événement macroéconomique finalement, sont les résultats de Nvidia. Alors Nvidia a publié mercredi, on a vu un nombre incalculable de tweets, de vidéos, etc., etc., de très grande qualité d'ailleurs, je tiens à le souligner, pour nous expliquer évidemment que Nvidia c'était une entreprise de qualité, comme si on ne le savait pas. Je vois certains qui font des threads ou des vidéos d'un quart d'heure pour nous expliquer les chiffres de Nvidia, et elles sont extrêmement intéressantes, même pédagogiquement, mais ce qui est toujours, je reste toujours sur ma faim un petit peu sur ces articles et sur ces vidéos sur les fondamentaux de Nvidia, parce que il y a
Alors, il y en a quelques-uns quand même, mais c'est très rare qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui, après avoir fait tout un tas, toute une analyse, si vous voulez, sur les chiffres et voilà, et qui nous explique pourquoi Nvidia, c'était une entreprise qu'il fallait acheter il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Mais je reste à chaque fois sur ma faim parce que au bout de cette analyse, il y a pas, ou il y a rarement en tout cas, une prise de décision à avoir, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de Nvidia finalement? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut ne rien faire? Est-ce que, voilà, à un moment donné, c'est bien joli de faire des analyses qui durent une demi-heure, mais nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur, c'est savoir si ça vaut le coup d'acheter du Nvidia, oui ou non. Alors, tout en sachant que bien évidemment, on peut se tromper, hein, et ça c'est légitime, mais moi ce qui m'intéresse toujours, c'est de suivre des personnes qui se mouillent et qui me disent, bon ben voilà, moi j'ai fait une analyse fondamentale de A à Z, j'ai fait une analyse de la valorisation de Nvidia par rapport à un niveau de prix actuel, et j'estime que oui, potentiellement, justement du potentiel à aller chercher, et que donc ça vaut le coup ou pas. Moi, sur l'analyse fondamentale, encore une fois, je vous renvoie à tout ce qui a été fait et très bien fait sur Twitter. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment un petit peu plus l'analyse technique. Alors, sur Nvidia, moi, j'estime que bon, on a un beau gap qui a été ouvert. Je pense que je serais plutôt favorable effectivement à un repli supplémentaire pour pouvoir éventuellement en mode trading, plus qu'investissement d'ailleurs, pour pouvoir éventuellement tenter de jouer la deuxième vague. Car là, effectivement, nous sommes sur un graphique journalier, ce serait plus finalement pour moi en mode trading avec une invalidation que je situerais, vous voyez, il y a une zone de gap par là, il y a un autre gap d'ailleurs qui est par là, mais pour moi quand même, si on commence à venir combler le gap, etc., ce sera quand même un signal de faiblesse, et moi j'estime que pour du trading, si vous arrivez à acheter aux alentours des 950 $, pour moi une invalidation 100-120 $ en dessous, ce serait bien pour viser un objectif des 1200. Pourquoi les 1200 Pourquoi l'objectif des 1200? Parce que si on prend un petit peu de recul, et je pense qu'il en faut sur des valeurs comme ça qui sont très exponentielles depuis des semaines voire des mois, si on prend un peu de recul et qu'on regarde le graphique en mensuel, eh bien on constate qu'on pourrait éventuellement tracer une dynamique dans un canal comme ceci. Vous voyez, c'est un canal qui dure depuis mars 2021, ça fait donc 3 ans. Donc éventuellement, on pourrait avoir voilà, un niveau d'objectif qui se situerait aux alentours des 1200. Pour un investisseur, plutôt bas de canal, vous voyez, plutôt sur repli bas de canal. Alors est-ce qu'on le fera d'un coup, est-ce qu'on le fera de manière un petit peu plus en zigzag, en escalier, si vous voulez, ça évidemment j'en sais rien et c'est impossible de le deviner. Mais en tout cas, voilà. Moi, je serais plutôt à ce stade, en tout cas, sur Nvidia en mode trading plutôt que en mode investissement, c'est-à-dire en mode trading avec une invalidation. Investissement, on n'a pas vraiment d'invalidation, on va accumuler plutôt sur des replis. Ça n'enlève à rien, excusez-moi, mon avis fondamental. Je suis comme toutes celles et ceux qui font des analyses, même si probablement je suis moins compétent sur l'analyse fondamentale que sur l'analyse technique. Pour autant, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, il ne faut pas avoir un bac plus 8 en bourse pour comprendre que Nvidia est une entreprise fantastique qui, évidemment, possède en plus un quasi-monopole dans ce secteur, et puis bien évidemment poussé par l'intelligence artificielle, etc., dont évidemment les besoins en plus se font fortement ressentir. Et donc tout ça, voilà, peut aider. Ce qui peut aider également, c'est qu'au-delà au-delà des, comment dirais-je, de l'analyse fondamentale hein, et des chiffres classiques, des résultats, etc., ce qui est évidemment intéressant, c'est que Nvidia a annoncé également un split. Un split, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que, bien, comme vous avez une action qui cote, je crois, quasiment 1000 $, eh bien, c'est pas accessible, même si certains brokers font comment dirais-je, de l'achat de fractions d'actions, eh bien, c'est peut-être pas le cas pour tous les brokers, pour même la majorité des brokers, ce n'est pas le cas. Et puis, du coup, ça, pour les petits porteurs qui veulent acheter du Nvidia, investir 1000 $,
c'est pas toujours à la portée de tout le monde, hein, également des gens qui commencent à investir. Et donc, il y a un phénomène qui existe, qui est courant, surtout aux États-Unis d'ailleurs, et surtout sur les GAFAM, hein. Je crois que Tesla l'avait fait également. Voilà, mais la plupart des GAFAM l'ont fait d'ailleurs, beaucoup de GAFAM l'ont fait. Et en tout cas, Nvidia donc, a proposé un split par 10 de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, hein, grosso modo, si vous avez une valorisation de 1000, eh bien, la valorisation d'un titre va passer à 100. Ça ne change absolument rien sur la valorisation de votre portefeuille si vous avez des titres. Par contre, il y a un phénomène, même si effectivement ça ne change rien, si vous voulez, en termes de valorisation et en termes de comment dirais-je, oui, de valorisation de portefeuille que vous avez. En revanche, ce qu'on constate, c'est que, étant donné que l'action devient tout à coup un petit peu plus accessible, notamment aux petits portefeuilles, généralement, ce qu'on constate, et c'est le graphe qui est de mauvaise qualité d'ailleurs, il y a pas mal de pixels, je m'en excuse, mais bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de détails pour s'apercevoir que, généralement, les actions qui sont splittées performent plus dans les 3, 6 et 12 mois que le S&P 500. Vous voyez, en mois, c'est des statistiques hein, depuis 1980 aujourd'hui. Vous avez sur 3 mois, lorsque le S&P 500 augmente de 2%, eh bien, les actions splittées augmentent de 8 en moyenne. Lorsque le S&P 500 sur 6 mois augmente de 4,4%, les actions splittées augmentent de 13,9% et 9,1% sur 12 mois contre 25,4% pour les actions splittées. Donc voilà, il y a ce phénomène-là de flux, finalement, de momentum, qui fait que en effet, vous pouvez avoir une progression. C'est pour ça que moi, je pense qu'on peut encore aller chercher en mode trading quelques dollars supplémentaires sur Nvidia, même si quand même, à un moment donné ou un autre, il y aura peut-être des prises de bénéfices qui sont tout à fait légitimes. Donc ça c'est pour Nvidia. Bon, Nvidia, évidemment, c'est la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt, l'arbre qui cache une potentielle future crise que tout le monde annonce. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un peu le révélateur, c'est-à-dire que effectivement, Nvidia absorbe les flux. Et là, ce graphique, il est absolument choquant, hein. On voit que tout a été rouge. Donc ça, c'est sur la journée de jeudi, la journée d'hier. Je crois que sur le Dow Jones même, toutes les valeurs ont fini rouge. Ou quasiment toutes en tout cas, enfin en tout cas à la quasi fin de séance c'était le cas, et puis on a Nvidia qui pèse beaucoup dans le Nasdaq, qui sauve quasiment le Nasdaq. Bon, même s'il a fini rouge finalement, le Nasdaq il a été presque toute la séance vert, porté par effectivement la performance de Nvidia qui aspire évidemment les flux et les liquidités. Alors évidemment il faudra s'attendre à un moment donné là aussi à de la volatilité dont on n'a plus l'habitude sur les indices, et très certainement le Nasdaq en subira des conséquences tôt ou tard. Bon, on le sait, il faut s'y attendre. Je sais que notamment aux États-Unis, on essaye de voir comment on peut mieux pondérer notamment le Nasdaq, puisque eux aussi ont cette crainte-là, et on sait que voilà, lorsqu'il va y avoir une correction de 10, 20, 30, 40% sur Nvidia, forcément le Nasdaq risque d'en pâtir. Donc voilà, tout ça pour dire que grosso modo, effectivement, on évolue voilà, dans ce contexte où on est focus sur Nvidia, finalement, sur une seule valeur hyper pondérée, parmi la tech, qui elle-même est hyper pondérée, parmi même un MSCI World, c'est-à-dire un ETF, un tracker mondial, un tracker monde, qui est lui-même hyper pondéré aux États-Unis. Donc tout ça fait qu'on a une hyper pondération, c'est même plus une super, c'est une méga pondération, évidemment, de toutes ces valeurs-là. Et à un moment donné, peut-être que, même si c'est pas pour aujourd'hui a priori, à un moment donné, on risque là aussi, même sur des trackers comme le TF World, etc., on risque à un moment donné de retrouver un petit peu de volatilité. Il faudra s'y attendre. Ce sera des opportunités aussi hein, pour les investisseurs. Mais voilà, il va falloir ne pas paniquer à un moment donné si on commence à voir que le MSCI World, sur peut-être quelques séances, perd 5, 10, peut-être 15%. Ça peut arriver et je pense que ça arrivera. Mais pas tout de suite. Alors, évidemment, tout ça dans un contexte, si vous voulez, évidemment, de solidité,
De solidité de la macroéconomie, c'est vrai, surtout, je dirais, de solidité de la macroéconomie, évidemment, américaine. On a eu ce jeudi les PMI. Alors, on a eu d'abord les PMI des services en France qui, eux, tirent la langue, alors que les PMI des services sont souvent quand même un point fort de notre pays. On voit que ça tire la langue quand même, donc ça c'est plutôt inquiétant. D'ailleurs, ça contraste assez bizarrement avec l'Allemagne qui était moins bien ces derniers mois et qui commence un petit peu à sortir, on dirait en tout cas, la tête doucement de l'eau. Mais à côté de ça, on a voilà, les PMI manufacturés, PMI des services aux États-Unis qui sont, eux, par contre, extrêmement résilients. C'est pas fantastique non plus, soyons honnêtes, mais c'est plutôt très résilient. Et ça, bien évidemment, ça pousse. Et ça risque de pousser effectivement la Fed à repousser, elle aussi, c'est tout le sujet du moment, repousser le pivot et donc la baisse des taux. Donc on risque de se retrouver effectivement avec un déséquilibre à un moment donné où Madame Lagarde et la BCE se mettraient peut-être à pivoter avant et surtout peut-être bien avant la Fed. Donc ça, évidemment, ça, à un moment donné, ça risque d'impacter les marchés et peut-être même à plus long terme, ça risque également d'impacter les marchés. Ce qu'on peut voir également, ce qui est intéressant aussi d'observer, ça c'est un graphique du Dow Jones en vue mensuelle, c'est que je me suis amusé, vous voyez, à vous présenter ici un graphique du Dow Jones de 2006 à aujourd'hui et à mesurer, si vous voulez, l'écart entre la valeur des prix du Dow Jones et cette moyenne mobile à 200 jours, moyenne mobile à 200 mois, excusez-moi, qui bien évidemment monte. Et on s'aperçoit que eh bien, on est quand même sur des niveaux qui sont quand même importants. On est à 94% au-dessus de cette moyenne mobile. On avait eu les mesures que j'ai prises, c'était sur chaque point haut depuis une quinzaine d'années, oui. Donc en 2007-2008, on avait 80%, on était 80% au-dessus de cette moyenne mobile. En 2011, on était 36%. En 2015, on était 56%. En 2018, nous avons été jusqu'à 104%. Avant la crise du Covid, nous étions à 95%. Avant la baisse de 2022, nous étions à 111%. Et là, aujourd'hui, on est à 94%. Donc, on voit quand même qu'on est à des niveaux assez élevés. D'ailleurs, si on trace une oblique, on s'aperçoit, voilà, de manière assez logique, qu'on est plutôt sur un haut de prix. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va avoir un crash. C'est là où il faut nuancer, il faut faire attention. On peut très bien, et c'est un petit peu, vous le savez, mon scénario, le scénario que je vous présente pour la fin de l'année, c'est-à-dire que je pense qu'en année électorale américaine, peu probable, pas dit improbable, je dis peu probable, sauf vraiment un signe noir. Il est peu probable qu'on ait véritablement un crash avant les élections américaines, puisque bien évidemment les marchés seront, je pense, soutenus. Pour autant, on peut avoir cette espèce de congestion, construction, zigzag jusqu'à la fin de l'année. Il y aura quand même effectivement des poussées. On sait que généralement la période avant l'été, la mi-juin, mi-juillet, avant que tout le monde parte en vacances, c'est une période favorable. On sait que la période octobre, novembre, surtout novembre d'ailleurs, est une période favorable. Voilà. Mais entre tout ça, on risque de vivre un petit peu ce qu'on vit là depuis quelques jours, c'est-à-dire des consos bien légitimes, bien mérités, bien justifiés surtout, sur les indices majeurs. Ça n'empêchera pas qu'à côté de ça, il y aura peut-être des choses intéressantes à faire, notamment bien évidemment sur les mid and small, qui je pense vont construire avant de nous redonner éventuellement avant l'été un petit signal haussier. C'est ce qu'on va essayer éventuellement de projeter. Donc voilà, si vous voulez un petit peu voilà, l'ensemble macro, on va dire l'environnement dans lequel on évolue tous ensemble sur les marchés. Bon, tout ceci, évidemment, bon, le CAC 40, lui, est toujours la même chose. Pour moi, finalement, on essaye toujours de tracer des figures, etc. Mais moi, ce que je vois,
c'est surtout, je vais nettoyer un petit peu tout ça, c'est surtout au final une espèce de range, hein, finalement, une espèce de range qui se situerait entre les 7900 points et les 8262. Ça paraît un range important, mais c'est pas très important. C'est un range de 4%, 4% et demi. Et il se pourrait que effectivement on ait un petit peu de zigzag entre les deux. Alors, il y aura peut-être pas autant de zigzag, mais il se pourrait voilà, qu'on ait effectivement du zigzag. Donc finalement, pas grand-chose à faire. On voit qu'il y a des acheteurs, puisque effectivement, même dans la baisse, on le voit sur la bougie d'aujourd'hui, donc il est midi 20 hein, au moment où je vous parle. Donc évidemment, la clôture sera totalement différente. Quoique, pas si sûr que ça. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'on a cassé la moyenne mobile à 10 jours, qu'on est en mouvement correctif, et on voit que, et c'est la bougie du moment, hein, on voit qu'il y a toujours des acheteurs. Il y a toujours des acheteurs, pourquoi? Parce que lorsque vous dézoomez, lorsque vous vous mettez sur les unités de temps, pardon, hebdomadaires, on est plutôt dans une espèce de neutralité, donc il y a quand même beaucoup de neutralité qui intervient après une superbe hausse, et en mensuel, donc sur l'unité de temps long terme, on est également très haussier, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile, également à 10 mois, et on est très au-dessus. Donc ça veut dire que pour le moment en tout cas, toutes les baisses sont vues comme des opportunités d'achat pour toutes celles et ceux qui ont un petit peu loupé le mouvement. Maintenant, moi, le CAC 40, honnêtement, sur ce niveau de prix, que ce soit 7009, que ce soit 8002, que ce soit 8006, pour moi, on n'est pas sur une opportunité forte d'investir à long terme. On peut trader, on peut jouer des mouvements, c'est ce qu'on essaye de jouer entre le haut, le bas de range, mais si vous voulez, voilà, pour moi, le potentiel, il n'est pas énorme. Je pense qu'on viendra retoucher, moi j'aimerais beaucoup qu'on revienne retoucher cette oblique ici pour bien la marquer. Voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on aura encore une fois un peu de zigzag, on peut avoir voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à ça avant éventuellement de nous décrocher un nouveau plus haut d'ici la fin de l'année, hein, avec les élections. Vous voyez, ça nous porterait à octobre-novembre 2024. C'est une hypothèse de travail, hein, on n'essaye pas de deviner quoi que ce soit, mais on se prépare en tout cas, on essaye de comprendre vers quoi le marché tend. Voilà un petit peu donc pour le CAC 40. Pour le CAC Small, qui lui, bon voilà, nous a régalé hein, ces dernières semaines, on a été vraiment très content. Ben, lui, voilà, il marque un petit peu le pas, ce qui est tout à fait légitime encore une fois. Hein. On vient d'une hausse depuis octobre 2023 de 34%. Si même on est plus court-termiste depuis mi-avril, on vient d'une hausse de plus de 12%, donc c'est fantastique. Moi, ce que je veux, ce que j'imagine, ce que j'espère, c'est que l'on soit, après avoir cassé la résistance ici, c'est que désormais, voilà, on est une figure enfin de construction que j'attendais, que j'avais l'impression elle était sur un démarrage ici. Finalement, on a fait encore une autre poussée. Et là, voilà, on a la consolidation. On voit que pour le moment, l'appui M10 est acheté. Normal, encore une fois, c'est légitime puisque on est sur une tendance haussière. Moi, ce que je veux maintenant, alors déjà, c'est qu'on tienne bien évidemment le niveau, hein, le niveau ici, le niveau des 12004. Pour moi, tant que les small caps évoluent au-dessus des 12004, il faut continuer à chercher des achats, mais peut-être pas tout de suite. C'est-à-dire que on peut avoir, alors je vous ai tracé une hypothèse de travail, mais là aussi, ça peut être bien évidemment un biseau descendant. Voilà, ce sera d'ailleurs très probablement, je pense, plus un biseau descendant. Mais encore une fois, c'est beaucoup trop tôt. La seule chose qu'on peut éventuellement discerner, c'est quand on a la mise en place d'une construction, ce qui semble être le cas ici. Par contre, ce qui est à mon sens impossible, ou du moins j'ai pas eu le talent pour pouvoir y arriver, c'est de deviner quelle sera la figure qui va être construite. Un biseau descendant, un range, un triangle, j'en sais rien, mais voilà, quoi qu'il en soit, l'idée c'est éventuellement d'avoir ce genre de figure là. En tout cas, encore une fois, tant qu'on tient les 12004, l'hypothèse de travail c'est eh bien, c'est de chercher de l'achat tant que, évidemment, on tient ce niveau-là et on tient la moyenne mobile ici à 10 semaines. Voilà, moi, c'est grosso modo tout ça. Bon, voilà, on a la formation là ici d'un doji qui peut marquer, non pas un retournement, en tout cas pas tout de suite, mais en tout cas qui peut marquer une reprise de souffle, encore une fois totalement légitime. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le CAC Small.
Donc on n'oublie pas hein, que sur du long terme, hein, sur le CAC Small, on évolue pour moi dans une espèce de canal et que les possibilités, depuis qu'on a cassé éventuellement cette résistance oblique, les possibilités sont encore d'aller rechercher des nouveaux plus hauts pour moi pour le CAC Small. Donc on verra si on a la capacité de le faire ou non. On passe aux actions, si vous le voulez bien. Je m'excuse par avance parce que j'en oublie toujours une. Je sais pas comment je fais. Je me débrouille toujours pour en oublier une en plein milieu. Mais bon, c'est comme ça. J'en mets peut-être un peu trop. Mais j'essaie voilà, j'essaie de vous faire plaisir et de penser un peu à tout le monde. On va commencer par Total Energy. Bon, Total Energy, on évolue toujours pour moi, bien évidemment, sur une tendance haussière. Hein, voilà, depuis mars 2020, hein, depuis la crise du Covid. Je suis sur la même analyse, souvenez-vous, on avait tracé en hypothèse de travail ce biseau descendant, on commence à avoir peut-être un petit peu plus de points d'impact. Je pense que là aussi, voilà, on peut avoir quelque chose d'un peu plus comme ça. Voilà, c'est l'hypothèse de travail. Idéalement, plus on va acheter près du bas de canal, mieux on aura, du moins plus on aura un ratio gain sur risque qui sera intéressant, qu'on soit trader ou qu'on soit investisseur. Là pour moi, bon oui, on revient sur les sommets, donc il y aura très certainement du rebond au moins technique, mais pour moi le ratio gain risque, ouais, il est bon, hein, mais il n'est pas aussi intéressant en effet que si on revenait sur le bas de canal. Voilà. Donc mon idée, moi globalement, pour le moment, c'est de l'observation et de l'attente de repli sur la zone clé, 2 évidemment la mise en place d'une congestion, la mise en place d'une porte d'entrée exploitable pour ensuite aller chercher des niveaux un petit peu plus intéressants sur Total Energy, et pourquoi pas d'ailleurs des plus hauts, et pourquoi pas sauter les 70 euros. Souvenez-vous, hein, les 70 euros, c'était l'objectif qu'on avait fixé, ça n'a pas loupé, dès qu'on a dépassé très légèrement les 70 euros, derrière la replongée. Donc voilà pour Total Energy, hein, globalement plutôt à l'écart pour le moment sur le titre. En tout cas, effectivement, encore une fois pour le moment. On continue bien évidemment avec Dassault Systèmes, hein, DSY. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, moi j'ai toujours un petit peu la même analyse. Alors je vais vous la montrer d'abord voilà, en hebdo, ce sera plus visible, vous voyez, hop, j'enlève la moyenne mobile. Pour moi, que ce soit investisseur ou trader, c'est cette zone que j'attends, hein, la zone des 32 à 34, 35 éventuellement euros. Donc effectivement, donc certains effectivement avaient vu hein, la belle congestion là, on a cassé par le haut, on fait le pullback, on peut même hein, relancer sans problème. Hein. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, dans une tendance baissière, vous pouvez avoir des rebonds et ces rebonds peuvent être exploitables et exploités. Je pense qu'on est un peu là-dessus, hein. Je pense qu'on est un peu là-dessus. Je pense que ce mouvement-là peut être pour le moment un mouvement correctif. D'accord, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher des entrées de gap, etc. Mais derrière, à chaque nouveau plus haut, vous risquez une nouvelle attaque baissière qui sera, je l'espère, la bonne pour pouvoir investir. Pour trader, bah, certains l'ont vu, effectivement, le break ici et le pullback, voilà, en mode pur trading, etc. Même si Dassault Systèmes elle n'est pas hyper volatile, donc en mode trading, c'est toujours un petit peu délicat. Mais voilà, on peut imaginer hein, parfaitement d'ailleurs ici la cassure de la petite zone, le petit pullback, et donc trader pur, hein, on peut éventuellement, on verra la tête de la bougie en clôture, mais globalement, pourquoi pas tenter un achat au-dessus de la bougie du jour avec un stop d'invalidation par là, ou même éventuellement sous le dernier plus bas par là, selon le ratio que vous espérez. Et éventuellement, vous avez effectivement un gap ici, un petit gap à aller chercher. Pourquoi pas aller fermer le gap en premier objectif et ensuite, pourquoi pas, évidemment, viser les entrées, voire les fermetures du second gap par là. Donc voilà un petit peu pour Dassault Systèmes, grosso modo, ce que je pouvais vous dire. On passe à Vinci. Vinci, on en avait parlé il y a 1 ou 2 mois. Vous avez dit que pour moi, voilà, c'était pas forcément un moment pour investir. On était dans la zone rouge. Alors souvenez-vous, Vinci, au départ, je vais la dézoomer parce que c'est une très belle tendance
haussière de long terme, voilà. Donc investisseur, je garde mon analyse mensuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on évolue dans un canal haussier qui est assez propre, voilà, mais voilà, les bornes rouges sont plutôt des zones où il faut à minima alléger, les bornes vertes sont plutôt, et les ellipses vertes sont plutôt des zones où on peut en général investir. On est sur une méga trend puisque on est sur une valeur en mensuel qui est au-dessus de la moyenne mobile à 200 mois qui est haussière. Donc on est vraiment typiquement sur le genre de valeur qui peut intéresser évidemment un investisseur de long terme. Mais voilà, mais à minima, vous voyez, à minima un repli supplémentaire sur Vinci. Et je vous en avais parlé, voilà, ça devait être au mois de mars ici. Vous avez dit, attention, ça risque de vendre, mais là aussi, ça peut être long, hein. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de perdre 30% en ligne droite. Ça peut être un mouvement beaucoup plus long, beaucoup plus erratique, et on peut vraiment être sur quelque chose qui peut durer des semaines, voire des mois, voire éventuellement des années, d'accord. Et c'est un peu le problème, c'est que si vous voulez quelque part, si vous investissez petit à petit tout le long, vous pouvez avoir votre portefeuille, voilà, qui fait du zigzag pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, alors que peut-être qu'à côté, vous avez d'autres opportunités. C'est là où, si vous voulez, aussi l'analyse technique a du sens. C'est pour ça que, au-delà de l'analyse fondamentale, ce que j'aime bien aussi, c'est y mêler l'analyse technique. Je pense que à peu près tous les analystes fondamentaux qui vont analyser Vinci vous diront que c'est une entreprise magnifique, qu'il fallait l'acheter ici en 2020, qu'il fallait l'acheter en 2014. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut l'acheter? Pour moi, à mon sens, l'analyse technique, pour du long terme, elle dit pas forcément. En tout cas, on n'est pas sur une opportunité forte et je suis convaincu qu'un investisseur long terme cherche des opportunités fortes pour pouvoir investir. D'accord? On n'est pas pour moi sur un niveau clé sur le titre. Voilà, donc trader. Bon, ok, comme on l'avait potentiellement fait en effet en journalier, souvenez-vous ici sur l'appui, c'était la vidéo du vendredi 20 octobre, vous pouvez la retrouver. On avait proposé un achat au-dessus des 120 avec un stop aux alentours des 98. Derrière, le décalage, il a été parfaitement fait, hein, puisque l'action a pris plus de 20%. Donc, c'était intéressant. Maintenant, voilà, encore une fois, même trader, je pense que voilà, il n'y a pas forcément énormément de choses pour le moment à faire et on risque là aussi de construire plutôt un biseau. J'aurais pu la mettre dans les actions à suivre, SMCP. Voilà, on est toujours dans la construction. Toujours, hein, on fait le suivi de celle-ci, donc c'est une tendance baissière, qui est une entreprise en difficulté, qui va beaucoup moins bien, etc. Même si le niveau de valorisation semble en tout cas assez attractif, le management pour moi est moyen sur cette entreprise, mais qu'importe. En tout cas, pour le moment, nous, ce qu'on regarde, c'est l'analyse technique. Alors, toujours pareil, quand on casse le bas historique, ce qui est le cas ici, c'est là où généralement on observe le comportement des investisseurs et le comportement des traders. Globalement, qu'est-ce qui est en train de se passer techniquement? Effectivement, on a cassé l'oblique ici en rouge, on a construit cette espèce de figure de construction, de congestion, elle a cassé par le haut, on a fait ici le pullback, d'accord? Donc pour le moment, on tient les niveaux, on a donc la grande figure, la petite figure qui est en train de se construire, d'accord? Maintenant, on n'a pas encore, pour moi, éventuellement le signal, et je considère en revanche que si on a le bonheur, effectivement, de casser, je vais vous la mettre en rouge, de casser cette oblique ici, alors peut-être qu'il y aura éventuellement quelque chose à tenter. Donc ce qu'on va observer, hein, c'est la capacité éventuellement de bien congestionner, de breaker, et éventuellement de casser par le haut. D'accord? Donc ça s'observe, pour moi, SMCP, ça s'observe. Et ça va se suivre très prochainement. On est sur une tendance baissière, donc là, faites attention aussi à la taille des positions, hein. Bien évidemment, on ne peut pas trader du SMCP de la même manière qu'on traderait du Total Energy ou du Dassault Systèmes. Mais, en tout cas, la configuration, à défaut d'être extraordinaire, s'améliore. Une dont on a fait le suivi, donc
voilà, vous avez proposé l'achat sur Swatex, souvenez-vous, c'était à la cassure ici, le pullback, etc. Moi, à titre personnel, je suis sorti lundi sur le stop, sur stop. Donc on a fait un bel écart, hein. On a fait un bel écart puisque c'était un écart de plus de 20%. Donc c'était un très bel écart. Maintenant, voilà, là aussi, même si on le voit, il y a des acheteurs. Voilà, on fait l'appui M10, etc. Éventuellement, s'il y a un nouveau signal, une nouvelle construction, on pourra éventuellement retenter. Mais je demande à voir parce que pour moi, on a atteint quand même des objectifs importants qui étaient notamment le niveau ici de l'oblique. D'accord? Donc on avait point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici. Et là, voilà, on arrivait dans la zone d'objectif. Objectif comblement total ou partiel du gap, plus le retour sur l'oblique baissière. Donc je considérais que c'est là qu'il fallait se protéger. Évidemment, peut-être qu'on s'est protégé pour rien, peut-être qu'on est sorti pour rien, c'est pas grave. À ce moment-là, on attendra un setup pour pouvoir rentrer, et éventuellement même plus haut, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on joue, c'est des mouvements, hein. Le prix, on s'en fiche, enfin, du moins le niveau de prix. Mais si derrière, effectivement, on a la cassure de l'oblique et une congestion par là, eh ben, on jouera un nouveau décalage avec un ratio gain-risque potentiellement intéressant. Voilà, une action qui a bien cartonné, on en avait parlé, on avait proposé même à l'achat, effectivement, la cassure ici des 15,98 €, je vous avais dit d'ailleurs, tant que vous êtes dedans, vous accompagnez, et c'est toujours le cas, hein, vous accompagnez tout simplement au-dessous de votre moyenne mobile à 10 jours. Voilà, on voit que la moyenne mobile, là aussi, elle a fait son travail. Maintenant, pour moi, on arrive quand même si je trouve que le titre quand même est intéressant, on arrive quand même sur des zones qui sont quand même des zones qui ont par le passé, alors peut-être cette fois-ci ça va changer, mais en tout cas par le passé, ce sont des zones, vous voyez, qui ont fait quand même ou support ou résistance, d'accord? Donc toute cette zone, globalement, est une zone où il faut, même si on croit fortement en la valeur, il faut quand même être vigilant. On a la moyenne mobile à 200 mois, on a voilà, toute la zone, voilà, vous le voyez bien, hein, de toute façon, toute cette zone-là, on voit que c'est une zone qui, par le passé, voilà, encore une fois, a été une zone de résistance. En tout cas, une zone marquée par le marché. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, donc si vous êtes, voilà, vous mettez un stop win tranquillement, hein, même si vous mettez un stop win là, ça fait 33% de gain, c'est formidable. Encore une fois, la congestion plus, voilà, on en avait déjà parlé, mais je fais juste un petit rappel, congestion plus forte diminution des volumes, vous avez vu derrière un peu le genre de mouvement qu'on peut attraper avec des ratios gain-risque extraordinaires. Donc voilà, à partir de là, honnêtement, je ne mettrai pas d'objectif de vente. J'accompagnerai, voilà, tout simplement, j'accompagnerai au maximum la tendance. Pourquoi pas aller chercher les 27, les 28, etc., voire peut-être même plus haut, hein, les 30 et 31. Mais en tout cas, je serai plutôt que de fixer des objectifs fixes, je serai plutôt dans l'accompagnement de la tendance sur basique. Vous avez de l'avance, hein, vous avez 30% d'avance. Donc là-dessus, voilà, même si vous prenez un gap baissier de 5 ou 6%, vous aurez quand même suffisamment d'avance pour pouvoir vous retourner. On va parler un petit peu du luxe qui effectivement a des petits signaux de faiblesse, c'est pas dramatique, mais un petit signaux de faiblesse. Hermès qui sur ses plus hauts était en train de dessiner un biseau descendant qui casse par le bas. Donc pour le moment, on voit qu'aujourd'hui c'est encore acheté, hein, il y a de la force acheteuse, c'est normal. On vient encore de mouvements, regardez un petit peu le mouvement d'Hermès. Donc c'est normal que lorsqu'il y a des baisses comme ça, on a des acheteurs qui se présentent, mais je considère là aussi, hein, Hermès, que tant qu'on ne reviendra pas au-dessus notamment des 2200 euros, 2220 euros, je considère qu'il faudra quand même rester vigilant. On a quand même un signal assez important de faiblesse et que voilà, le moindre rebond, attention, on peut avoir une nouvelle attaque baissière. Donc plutôt prudent sur Hermès. En termes d'investissement, pour moi, c'est bien trop haut. En termes de trading, pour moi, Hermès, sauf si vraiment on a un setup intéressant, comme on avait pu l'avoir par exemple sur des figures comme ça, globalement, je resterai plutôt à l'écart. Ça n'empêche à rien que le titre est formidable, etc. Orpea, on en a parlé la semaine dernière, elle a du mal. Elle a du mal, bon, parce que le marché également a du mal, hein.
On a du mal, là on revient plus, donc on avait parlé, souvenez-vous, de ce biseau descendant la semaine dernière, en mode trading, hein, attention, hein, la RPA c'est méga spéculatif, donc faites attention. En mode trading, effectivement, on revient sur l'oblique. Alors il y avait de l'espoir, hein, parce que cette semaine on avait fait, pardon, effectivement une belle, un beau signal. Voilà, un beau signal ici, un beau break. Et derrière, pouf, on voit que le break est vendu. Alors, certains m'ont demandé si c'était un faux breakout. Oui, c'en est un. Même si le faux breakout, je le privilégie au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et la moyenne mobile à 200 jours, elle est à des années-lumière plus haut. Mais effectivement, rien n'empêche qu'on puisse avoir, effectivement, éventuellement, si on a une petite congestion par là, pour vouer éventuellement une nouvelle attaque haussière. Donc c'est éventuellement ce qu'on va essayer de surveiller la semaine prochaine. Ça reste spéculatif, bien évidemment, voire très spéculatif, mais en tout cas, le secteur, avec notamment Clariane, a poussé. LNA Santé, elle, est enfin arrivée à un niveau d'objectif qu'on avait fixé. Alors, souvenez-vous, LNA, c'était peut-être des trois, celle que je vous ai présentée le plus. LNA Santé, on l'avait présenté dans le biseau descendant, la grande figure, la cassure, la congestion ici. On a fait une nouvelle poussée. On avait comme objectif les 24-30. Derrière, ça, comment dirais-je, on a eu un repli assez important. Et puis finalement, on est venu taper l'objectif. Il n'y avait pas forcément, alors il y avait un endroit qui était absolument magnifique pour pouvoir rentrer. J'imagine que vous le voyez tout comme moi. Il était là, bien évidemment. Alors c'était spéculatif, c'était dangereux, mais bien évidemment, regardez un petit peu, lorsqu'on voit ce genre de configuration, évidemment, là, regardez, il y avait vraiment plus du tout de volume, hein, c'était 7000 euros échangés dans la journée, regardez un petit peu. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir du moment où on casse les 19,26, je veux dire, avec un stop qui était potentiellement très court, même s'il fallait faire attention parce que, encore une fois, le carnet d'ordre était peu rempli. Mais voilà, derrière, pouf, regardez un petit peu l'accélération à partir de la cassure. Derrière, on a obtenu un gain de 27%. Alors, je m'en excuse, je fais la méthode de la veille parce que moi-même, je n'étais pas dessus et je ne voulais pas présenter en avance. Mais en tout cas, c'est un setup pédagogiquement qu'on a l'habitude de rencontrer et que j'ai l'habitude de vous présenter, régulièrement, en tout cas au travers des vidéos hebdo. Donc c'est le genre éventuellement de config. C'est le genre éventuellement de config qu'il faut rechercher. J'accélère parce que comme d'habitude je suis bien en retard. Déjà 42 minutes, j'ai pas fait la moitié. Mais je vais accélérer. ICAD. Bien évidemment. Alors ICAD, il y a deux scénarios, hein. Pour moi, pour un investisseur, voilà. Pour moi, un investisseur, on est sur les plus bas. Donc, clairement, un investisseur, oui, vous pouvez avoir encore une nouvelle attaque baissière, ce que je vais vous montrer. Mais pour moi, un investisseur, vous devez investir, hein, tout simplement. Pour moi, hein, la zone des 20 euros, 23, 18, etc. Tout ça, c'est une zone où, si vous croyez en la valeur, et moi j'y crois, vous devez investir sur du moyen long terme. Maintenant, sur l'unité de temps journalière, moi ce que je crois, c'est qu'on est au tout début, et ça peut mettre du temps, ça peut mettre des semaines, voire des mois, on le verra également avec Nexity. On peut même avoir une nouvelle attaque baissière, je pense qu'on aura d'ailleurs même une nouvelle attaque baissière, mais pour moi, on est plus pour le moment, vous voyez, sur un scénario, et vous allez voir que sur Nexity notamment, c'est le scénario, ça ressemble de plus en plus à un scénario que je vous avais présenté il y a quelques temps. Je pense qu'on est sur des valeurs qui auront peut-être, ce qu'on va surveiller, une nouvelle attaque baissière, d'accord? Mais je pense qu'on est quand même sur des biseaux, d'accord? Donc on peut avoir ce genre de scénario-là, ou alors ce genre de scénario-là. Pour moi, dans les deux cas, c'est de l'achat. Dans les deux cas, sur des moyens long terme, c'est de l'achat. Donc maintenant, un investisseur, il s'en fiche hein, d'investir à 28 ou d'investir à 21, quoique ça fait quand même de la marge quand même entre les deux, parce que vous avez quand même 20 ou 25% de plus ou de moins. Mais en tout cas, moi je considère que ça se surveille. Et le signal, on l'aura si on repasse un journalier au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours pour un investisseur. Donc à suivre, ICAD, je pense d'ici la fin de l'année, voire peut-être même d'ici la fin de l'année, c'est une valeur, je pense qu'il faut observer de très près. Dans la même veine, Nexity, je vous avais présenté le scénario, souvenez-vous, on était là.
On était donc mi-avril, vous pouvez retrouver hein, là aussi les vidéos. Vous avez dit, voilà, derrière, on risque d'avoir une nouvelle poussée. Et c'est là qu'on va très certainement, voilà, sur comme. Alors, chaque semaine j'ai droit, mais bon, voilà, chaque semaine j'ai droit à. Ouais, regarde, ça c'était un gap de dividendes. Et donc j'ai toujours droit à un petit message en général quand on comble un dividende, tu vois. Tino, tous les gaps de dividendes sont toujours comblés. La preuve avec Nexity. Ouais. Non. Non, tous les gaps ne sont pas toujours comblés. D'ailleurs, pour information, il y a toujours un gap de dividende là qui est toujours à combler aux alentours des 25. Il faudrait une performance encore de 100% pour pouvoir le combler. Je ne sais, il sera probablement, je pense qu'à long terme, il le sera d'ailleurs. Mais en attendant, il y a encore du boulot. D'accord, donc ça aussi, les comblements de gap, voilà, du moment où il n'y a pas de certitude, si vous voulez, sur un événement, euh, pour moi, ça ne vaut pas loi, quoi. Du moment où c'est pas quelque chose de récurrent sur lequel vous pouvez vous appuyer, du moment où vous avez des exemples et des contre-exemples, c'est très compliqué. Donc voilà, pour moi, il ne faut pas forcément s'appuyer là-dessus. Maintenant, sur Nexity, pour le moment, c'est positif, et je dirais même que c'est positif tant que, allez, grosso modo, on tient toute la zone ici, la zone des 10 euros, allez, même 10 euros, 10,50 €. Tant qu'on tient cette zone-là, c'est positif. Je pense qu'on va potentiellement avoir, qu'on peut en tout cas avoir potentiellement une nouvelle attaque baissière qui sera, je pense, je l'espère, la dernière sur Nexity. Alors, c'est le graphe, ouais, c'était plutôt, vous voyez, en hebdo, pour aller chercher les plus bas de 2008. Et je pense qu'on est plutôt, vous voyez, le graphe ressemble un petit peu, alors sur des unités de temps différentes, mais ressemble un petit peu au graphe de ICAD, avec notamment le scénario d'un biseau descendant. Et à chaque nouveau plus bas, il faudra être vigilant pour jouer un scénario de retournement. Mais toute la question est de savoir, là aussi comme ICAD, si on va faire un dernier plus bas ou si on l'a déjà fait et que là on va avoir la congestion et on va redémarrer une nouvelle tendance. Dans les deux cas, y compris pour Nexity, je pense que c'est de l'achat sur du moyen long terme. Long terme plutôt. Un secteur qui est en train, douce manette, de se reprendre. C'est le secteur, bien évidemment, des jeux vidéo. Alors, c'est pas fabuleux hein, sur Big Ben. On est sur des plus bas historiques, quasiment. Donc voilà, si on prend voilà, on prend un peu les niveaux, vous voyez, on est sur les plus bas ici de 2004, les plus bas de 2015, et on est là. Ce qui m'intéresse beaucoup, hein, vous le voyez, c'est que on a des plus bas et on a des constructions qui sont en train de s'opérer. Là aussi, on a des choses intéressantes, vous voyez, avec, regardez comme c'est propre, des beaux biseaux descendants, des belles figures de construction. Je vais zoomer maintenant en unité de temps journalière, vous verrez que ce sera plus parlant encore. Voilà, hop, j'enlève mes plans précédents. Donc moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est une tendance baissière, bien évidemment, hein, Big Ben. Mais je trouve vraiment que voilà, c'est intéressant. On est en train de construire. On a une espèce voilà, d'épaule, tête et épaule, une tasse avec anse, peu importe comment vous voulez nommer la figure. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on break et tant qu'on tient les 2,85 €, on va dire, je pense que c'est plutôt positif. Et ce qu'on va observer, j'aurais pu le mettre là aussi dans le titre à suivre, mais vous verrez que le titre à suivre c'est dans le même secteur. Ce qu'on va observer, c'est si on a le potentiel formation d'une congestion ici intermédiaire. Si cette congestion casse par le haut, éventuellement il y aura quelque chose à tenter sur Big Ben Interactive. Rémi Cointreau, plus en difficulté, on revient sur le niveau de support. Alors, là aussi, toujours la même chose, hein, investisseur, moi je change pas, hein, je vous avais dit une première position dans les, je sais plus, 88 à 80, 95, grosso modo, c'était intéressant. Si on lâche, évidemment, il faudra compléter la position. Je crois que la position que je vous avais proposée, c'est aux alentours des 69 ou 63, enfin bon, bref, je sais plus. En tout cas, ce qui est intéressant d'observer pour le moment, c'est malheureusement un petit peu de faiblesse. De faiblesse, mais tout n'est pas encore perdu, puisque pour le moment, voilà, on revient sur les niveaux. Je nettoie un petit peu. Voilà, on a des niveaux de support pour le moment, donc pour le moment,
Ça tient, mais bon, c'est fébrile, hein, et on n'aura pas de signal tant qu'on ne repassera pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Donc pour moi, investisseur, bah, logiquement, vous avez déjà mis votre moitié de position. Trader, pour le moment, il n'y a rien à faire, donc plutôt grosso modo à l'écart sur le titre. Rémi Cointreau, si on lâche les 83 euros, attention, on peut avoir une nouvelle potentielle accélération baissière. Capgemini, donc superbe entreprise. On en l'avait présenté dans les vidéos, voilà, la vidéo des 20 meilleures actions. Capgemini, comme d'habitude, cassure du top. Je vous dis toujours, cassure du top, méfiance. On avait eu la cassure du top, la petite congestion, mais derrière la congestion, ben, vous voyez, elle a cassé par le bas. Une fois qu'elle a cassé par le bas, on a eu une accélération baissière. Là, le titre se reprend, mais voilà, dans ce que j'espère moi, c'est plutôt pour un investisseur un repli à proximité du support oblique. Donc pour le moment, moi, je vois plutôt ça comme un mouvement globalement correctif, d'accord? Et donc je verrais ça plutôt comme pour ceux qui font un peu d'Elliott, je verrais ça plutôt comme voilà, un mouvement correctif avant une nouvelle attaque baissière qui là, en revanche, sera beaucoup plus intéressante qu'on soit trader ou qu'on l'on soit investisseur, d'accord? On verra éventuellement. Pour les traders très court terme, il y a peut-être des choses à faire, mais en tout cas, pour les investisseurs et les traders moyen terme, je pense qu'il faut rester globalement encore sur le côté. La Française des Jeux. La Française des Jeux, pour moi, on est toujours, je vais mettre plutôt en hebdo, je pense, pour voilà, pour la Française des Jeux. Souvenez-vous, cette zone des 39, pardon, des 29 à 31 qu'on avait indiqué ici. Derrière, on avait fait un joli, très joli, avec le beau marteau là, ici, un très joli décalage de 30%. J'attends, moi, à nouveau la même zone, toujours la même chose. C'est la zone qu'on travaille. Donc derrière, vous pouvez avoir, effectivement, comme je vous le montrais sur les actions précédentes, vous pouvez avoir des replis haussiers dans une tendance baissière, et c'est ensuite que vous avez véritablement le signal, d'accord? Donc là aussi, lorsque je zoome en unité de temps journalière, on est un peu sur le même principe, vous voyez. Hop, je nettoie un peu tout ça. Vous voyez, on a effectivement une tendance baissière, on a des consolidations, une tendance baissière, une consolidation, une tendance baissière, une consolidation. Et ensuite, on a éventuellement le retour sur zone clé, et ce retour sur zone clé-là génère, si on a un peu de chance, une congestion, et cette congestion, si elle casse par le haut, on prend position. D'accord? Donc pour le moment, pour moi, tant qu'on ne repasse pas sous les 32 euros, je reste plutôt globalement à l'écart sur Française des Jeux. LVMH, donc on revient sur le secteur du luxe avec LVMH. LVMH qui est revenu toucher un support intéressant. On voit que pour le moment, sur la bougie du jour, c'est acheté. Mais là aussi, le biseau descendant, que je vous présente depuis un moment en hypothèse de travail, on travaille le bas du biseau. Donc là aussi, c'est un peu délicat. Pour se remettre dans de bonnes conditions, si je puis dire, il faudrait repasser pour moi au-dessus des 765. Donc pour le moment, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 765, tant qu'on ne travaille pas cette zone-là, tant qu'on ne casse pas ici le biseau, pour moi, toujours pareil, hein, je vous avais dit, le signal se situera au-dessus du biseau descendant. Pour le moment, on reste globalement à l'écart de LVMH, même si je suis convaincu que la figure, elle n'est pas encore cassée et que ça peut encore relancer. Ce qui évidemment heurte notre œil, c'est évidemment hein, le gap ici qui avait été, c'était le gap des résultats du 26 janvier. Alors, à vrai dire, les résultats, c'était le jeudi 25 et ça avait généré le vendredi un gap aussi. Donc toute la question est de savoir si finalement ce gap-là va pas attirer les cours et va pas au final être comblé. XFAB, donc sur le secteur des semi-conducteurs, hein, XFAB, donc nous, on avait, j'allais dire, on a une position, on ne l'a plus, puisqu'on vient d'être sorti. Donc nous, on avait payé sur le salon la cassure ici, donc on sort en léger gain. Mais pour le moment, c'est du retest. Hein, d'accord? Pour le moment, c'est du retest. Voilà, c'est de la construction. On verra éventuellement si, si ça va un petit peu mieux et si on arrive un petit peu plus à construire. Mais pour le moment, c'est quand même un peu de la faiblesse. C'est dommage hein, parce qu'elle aurait pu profiter elle aussi de l'engouement sur les semis. Enfin,
pas tous, surtout les semis, mais en tout cas sur Nvidia. Mais non, pour le moment, elle est quand même en difficulté. Le signal pour moi de moyen long terme pour un investisseur sera vraiment si on arrive à passer au-dessus des 7,30 €, 7,40 € pour pouvoir aller chercher le gap, etc. etc. Voilà. Ça n'enlève rien sur le fait qu'on travaille la zone. La zone, elle est toujours là, elle est toujours propre. C'est du travail, mais pour le moment, on a du consensus, on a de la construction. Il n'y a pas véritablement de signal très propre à ce stade. Et Croissance, hop, et Croissance, c'est l'ancien donc Pharmagest. On a également une position là-dessus. Alors, pour moi, c'est une figure un petit peu plus longue. Je joue le retour sur les 69 euros sur Equasense. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde sur l'entreprise. Alors, c'est une belle société, mais je pense que on peut avoir, attention, une nouvelle attaque baissière ensuite. Donc voilà, on verra. En tout cas, il y a encore un peu de potentiel. Il y a éventuellement un espoir de comblement de gap. C'est voilà, c'est l'objectif que je joue. Moi, il se situe plus là à 68 euros, on va dire, grosso modo. Il y avait une belle congestion. C'est ce qu'on a joué, c'est vraiment en mode trading là. Il y avait une belle congestion ici, on la voit. Mais voilà, pour le moment, ça patine un peu. On verra éventuellement ce qu'on peut tenter. Il y a la zone de résistance, etc. Voilà, c'est pas le trade du siècle. Puis elle est pas facile à trader, Equasense. Vous voyez, il y a des mèches, etc. C'est pas ma préférée. Mais bon, voilà, on le joue quand même parmi celles qu'on n'a pas beaucoup joué cette semaine. On est resté plutôt globalement à l'écart après avoir pendant 6 à 7 semaines vraiment acheté massivement les marchés. C'est vrai que là, ces derniers jours, depuis la fin de semaine dernière et début de semaine, on a quand même beaucoup allégé. Fnac qui construit bien, moi j'aime toujours la config de Fnac. Voilà, ce qui m'intéresse sur Fnac, c'est que voilà, la config long terme, donc on a la cassure de l'oblique. Ici, on en avait parlé bien évidemment dans la cassure ici. Je trouve que voilà, là potentiellement, là aussi, on a la construction d'une figure. Donc on va observer, à suivre de très près la configuration de Fnac si également on a une congestion qui casse par le haut. Dim, Sartorius, en difficulté, là aussi, Sartorius, bien en difficulté. Souvenez-vous, après le gap, je vous avais dit, on n'est pas pressé d'acheter. Je vous la mets plutôt en unité de temps, voilà, hebdomadaire. L'entreprise m'intéresse toujours, même si elle est quand même bien valorisée, mais voilà, éventuellement, trader comme investisseur, voilà, trader comme investisseur, on sera plutôt globalement intéressé à proximité. On n'est plus très loin, vous me direz, on n'est plus très loin, à proximité de la zone clé. Pour le moment, c'est compliqué, quoi. Voilà, pour le moment, c'est compliqué. Donc, on verra si éventuellement là-dedans, on a un petit signal, une petite réaction. À ce moment-là, on tentera un achat un peu agressif. Mais pour le moment, globalement, c'est à l'écart. Médian technologie, je ne suis pas fan de la valeur, mais je crois qu'il y a eu des news cette semaine. Je sais pas trop, enfin, j'ai vu passer les news, mais ça m'a pas plus intéressé que ça. Donc, j'avoue que je n'ai pas concentré mon énergie là-dessus, mais techniquement, ce qui est intéressant, en effet, c'est que on a une construction, là aussi, un petit biseau descendant, etc., etc. La congestion, bon, c'est spéculatif, là aussi, il faut faire attention, mais voilà, pourquoi pas tenter un achat, voilà, au-dessus des 3,85 €, stop d'invalidation, attention à la taille de position, s'il vous plaît, stop d'invalidation plutôt en clôture journalière parce que il y a des mèches. Et ensuite, les objectifs en suivant, pour moi, seraient plutôt de revenir, je dirais, aux alentours des 5 €. Vous voyez, toute cette zone ici qui a été travaillée en décembre, en octobre, en août et en juillet de l'année dernière. Ensuite, on verra, il y a peut-être effectivement la zone ici également des 6,50 €. Voilà, c'est du trading, faites attention à la taille de position quand même parce que là aussi, vous pouvez avoir des news qui, euh, qui font décaler les cours, qui peuvent faire décaler les cours des deux côtés. EuroAPI, donc ça, c'est un trade également que l'on a sur le salon. Je vous l'avais présenté également sur Twitter. Ce qui nous intéressait, alors c'est du rebond technique, on est sur une tendance baissière, etc., etc. Là aussi, ça peut être soumis aux news. Ce qu'on a adoré, évidemment, c'est la configuration ici de la congestion. Voilà, avec là aussi, voilà, la réduction forte des volumes. C'est ce qu'on a, on a pris
nous, sur le salon, et que je vous ai présenté également sur Twitter, la config. Donc voilà, nous, on est stop ici maintenant. Il y a dû avoir une news, j'ai pas suivi, pour être honnête, mais l'action a pris en séance 15%. Donc j'ai pas du tout suivi l'actualité là-dessus. Ça m'intéresse que moyennement. Mais voilà, pour moi, voilà, pour le moment, c'est de la construction. Si vous en avez pas et que vous en voulez, éventuellement attendre là aussi une congestion supplémentaire pour jouer la cassure. Voilà, tant que grosso modo on tient ici, vous le voyez, hop, le support. Tant que là, voilà, grosso modo, on tient le support ici en pointillé, on peut considérer que des achats sur repli à proximité de la moyenne mobile à 10 jours. Hein, vous voyez, regardez la puissance, hein, de la moyenne mobile à 10 jours, encore une fois, qui est haussière, sur laquelle on vient s'appuyer avant de repartir. Vous voyez, ça, ce sont vraiment des configs que vous devez absolument rechercher. Là, le quasi double top, voilà, tout ça, c'est des configs qu'on peut éventuellement chercher et rechercher sans avoir besoin d'un nombre incalculable d'indicateurs. Toujours la même chose, hein, finalement, en termes de pédagogie. Il n'y a rien de nouveau, mais il faut répéter ses gammes, c'est très important, pour pouvoir se persuader, s'auto-persuader de quelque chose qui est vrai, mais qui est souvent contre-intuitif. Voilà un petit peu, donc, pour EuroAPI, ma déception. Ma déception, c'est Umicore. Je l'avais présenté, mais à culpa. Je l'avais présenté comme une conviction. Alors, on avait réalisé, hein, un beau décalage. D'ailleurs, j'avais proposé de prendre des profits. Il y avait un beau décalage qui avait été réalisé de 20%. Je pensais que ça tiendrait. Et je vous avais dit, voilà, si on revient s'appuyer dans la zone ici des 21 euros, 22 euros, et qu'on a la congestion qu'on a vue, d'ailleurs, qui était en train de se mettre en place, voilà, la congestion ici, et qu'on casse par le haut, derrière, ça va relancer. Et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Alors, tout n'est pas perdu parce que pour moi, on est toujours dans la zone. Hein. On est toujours dans la zone de travail. D'accord. Hop là. On est toujours dans la zone de travail. Donc, pour moi, un investisseur, il n'a pas à sortir. Jusqu'aux 15 euros d'ailleurs, il n'a pas à sortir. Mais j'avoue que je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais que le top départ était donné. Et c'est pas le cas. Voilà. Donc, mauvaise conviction, mauvaise intuition pour le moment. Pour le moment, voilà, ça fait partie. On a eu beaucoup de réussites depuis le début de l'année, il faut le dire. Mais là, pour le coup, il faut dire aussi, on n'en a pas eu, en tout cas, sur cette proposition-là. Donc, j'en suis désolé pour celles et ceux qui y ont cru. Tout n'est pas perdu en mode investissement, loin de là. Donc, mais maintenant, voilà, le plus dur reste à faire, de recasser tout ça et de reconstruire pour éventuellement relancer. Donc, je la surveille toujours de très près. J'en ai plus en portefeuille. Je la surveille toujours de très près parce que pour moi, je pense que le potentiel est toujours là, mais voilà, peut-être que le marché a besoin d'abord de une ou deux fausses cassures avant éventuellement de construire quelque chose de beaucoup plus durable. Celle qui était très intéressante, hein, pédagogiquement, vous le savez, c'est Aramis. Vous avez proposé un achat au-dessus des 3,60 €. Donc nous, on est toujours également dessus sur le salon. Il y a eu, parce qu'il y avait un quadruple, quintuple top, il y a eu un double top. Regardez, ici, toujours matérialisé, double top ici, derrière, une nouvelle jambe haussière. Regardez le double top. Là, regardez un petit peu le double top. Voilà. Ça, vous avez vu les amis, regardez. Regardez ici les volumes. Il n'y a plus de volume. Vous voyez, la réduction de la volatilité, double top, plus de volume, ce sont des setups que vous devez absolument repérer. Alors, bon, Aramis, quoique non, j'allais dire, c'est pas très liquide, mais ça va quand même. Hein, 600 000 euros, 700 000 euros par jour échangé. Vous pouvez pas faire n'importe quoi, mais il y a quand même de la place pour pouvoir rentrer dans le carnet d'ordre. Ce sont des choses que vous devez absolument rechercher. Ça marche pas toujours. Je dirais même que ça marche moins d'une fois sur deux, mais regardez les ratios gain sur risque. Là, voilà, encore une fois, vous rentrez à la cassure, vous mettez un stop sous la congestion. Voilà, vous avez un stop à 2, 3%, 4% éventuellement. Et derrière, vous faites un décalage de 18. C'est un ratio de 1 pour quasiment 4, quasiment 5. Donc, et c'est peut-être pas fini. Donc voilà. Donc nous, on est toujours dedans. On a pris la cassure ici, le stop est remonté. Et bon, voilà, hein, moi je stoppe sous l'avant-dernière bougie en général. Et on monte petit à petit. Donc pour le moment, RAS, et on continue de suivre le titre. Je pars en Allemagne avec Bayer. Alors je connais mal le titre, mais me semble-t-il que c'est de la pharma.
Ouais, c'est ça. C'est de la pharma. Elle est intéressante en mensuel. Parce que vous le voyez ici, hop, j'aurais dû un petit peu, voilà, en mensuel, je pense qu'un investisseur doit éventuellement s'y pencher. Je ne connais pas les fondamentaux et d'ailleurs, celles et ceux qui les connaissent, n'hésitez pas en commentaire, encore une fois, à inscrire vos idées, vos connaissances, vos compétences, avec grand plaisir, hein. Pour toutes les valeurs d'ailleurs, hein. N'hésitez pas, s'il y a des valeurs que vous suivez, dont j'ai fait part dans la vidéo, n'hésitez pas toujours à compléter avec du fondamental ou même de la technique, hein, d'ailleurs, y a pas de problème. Voilà. Maintenant, voilà, pour investisseur, pourquoi pas sur cette zone-là. Trader, ça se regarde. Ça se regarde. Là aussi, on a un setup éventuellement. Alors, ouais, je vais décaler, je le remettrai. Pour le moment, effectivement, on a éventuellement un setup de cassure, mais c'est un peu limite. On verra. C'est de la construction, c'est de la congestion. J'ai pas véritablement de setup pour le moment. Il va falloir continuer de construire éventuellement et de relancer éventuellement pour faire ce genre de choses-là. D'accord, je remets ma zone. Bon, ça s'observe pour du trading, mais pour le moment, effectivement, c'est encore baissier. On voit hein, la moyenne mobile ici, hein, qui est là aussi baissière, la moyenne mobile à 200 jours, qui est baissière. On part encore aux États-Unis avec Netflix. Netflix, alors Netflix, je vous la montre côté investisseur en mensuel. Pour moi, en mensuel, hein, vous voyez, on est plutôt voilà, sur ce genre de config-là. Le ratio gain-risque pour moi est pas bon. Je serais plutôt acheteur si on se rapproche éventuellement, pour du trading aussi d'ailleurs, hein, à proximité, vous le voyez, de ce support oblique. On le verra mieux ici en données journalières, puisqu'en données journalières, en effet, vous voyez, hop, j'enlève mon moyenne mobile et ça sert à rien. En données journalières, potentiellement, effectivement, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici. Donc si on a un repli supplémentaire pour pouvoir jouer un plus haut historique. Et d'ailleurs, ça pourrait éventuellement correspondre à toute cette zone-là. Un comblement, pourquoi pas, du gap haussier, etc., etc. Donc, toute cette zone, finalement, des 480, 490, 491, peu importe, toute cette zone peut être une zone à suivre de près. GDS Holding, donc ça c'est de la Chine, je crois que c'est de la tech chinoise, donc on est sur des plus bas historiques, donc merci à la personne qui me l'a proposé, c'est intéressant. Pour moi, nous sommes éventuellement donc, sur des plus bas historiques, c'est sûr, et éventuellement sur une période de construction, congestion. Donc là aussi, on a un potentiel biseau descendant, ça peut mettre encore du temps, on est probablement encore au milieu de la figure. Comme on est sur une tendance baissière, c'est fréquent que effectivement on ait des fausses cassures, mais souvent il y a une première fausse cassure et voilà, avant de faire un nouveau plus bas ou d'aller retester les plus bas, on a enfin la mise en place d'une congestion et ensuite on relance. Donc c'est ce qu'on va éventuellement observer sur ce titre-là. Pour le moment, j'ai pas de signal, mais alors ça peut se faire là, hein, ça peut se faire sans nouveau plus bas. On peut ensuite revenir directement, mais dans les deux cas, ce qu'on va chercher quand même globalement, c'est de l'achat. D'accord? Donc tant qu'on tient ça, tant qu'on tient ce support ici en bleu, on peut continuer à chercher des setups d'achat. Lâche le support, ce qui peut arriver, hein, un biseau descendant peut aussi lâcher par le bas, là ce sera un sell-off, là ce sera la catastrophe. Donc là, effectivement, on restera globalement à l'écart. Tendance baissière, n'oubliez pas d'invalider, très important. Autant une tendance haussière, même si vous tradez, bon, éventuellement, si vous invalidez pas, que vous moyennez, etc., vous pouvez vous en sortir parce que vous êtes dans une tendance haussière. Et qu'à un moment donné, même si vous n'avez pas le point bas, vous pouvez avoir effectivement des acheteurs qui viennent vous sortir un petit peu de la gadoue. Mais en revanche, sur une tendance baissière, les acheteurs ne vous sortiront pas de la gadoue si vous invalidez pas. Ok. Et enfin, pour les États-Unis, avant de passer au titre à suivre, je vais vous parler de Adobe. Adobe, pour moi, toujours la même analyse, hein. Moi, je pense que sur Adobe, on est au milieu de nulle part. Et effectivement, voilà, j'imagine beaucoup plus, effectivement, une consolidation beaucoup plus longue, beaucoup plus lente sur le titre. On a une congestion qui est intéressante, mode trading, effectivement. Donc mode trading en hebdo, c'est rare hein, sur Adobe d'avoir. Alors moi j'aime bien Adobe parce qu'elle va vite, elle a un gros directionnel, belle amplitude directionnelle, mais
pour moi, voilà, au-dessus des 497 en mode trading. L'invalidation, bah, elle est simple, hein, elle est aux alentours des 453. Pour aller chercher quoi? Les 585 pardon, et le haut de l'oblique, d'accord? Pourquoi pas? Si en revanche on casse par le bas, donc là, ça va concerner pour le coup, si on lâche par le bas les investisseurs, on peut avoir effectivement un retour à proximité du support oblique, donc qui était support ici en 2016, en 2016 encore en la fin de l'année, ici en 2022 et éventuellement donc sur cette zone-là. C'est une zone qui est importante puisque c'est une zone, vous voyez, hop, ici qui a été marquée en 2020 et voilà 2023, 2022. Donc c'est une zone qui vraiment pour moi sera une zone clé et sur laquelle, à titre personnel, si on y va et qu'on a un petit signal, je tenterai pour de l'achat pour aller retrouver à minima l'oblique et ensuite si on passe l'oblique, et je pense qu'on la passera, pour aller chercher des nouveaux plus hauts historiques. Je termine par, évidemment, mon titre à suivre. Donc, mon titre à suivre, alors c'est un petit titre, c'est pas la plus belle config, vous m'excuserez, mais en ce moment, ça a été compliqué de vous trouver quelque chose. Mais je vous la propose quand même, c'est Nikon. Donc, c'est un petit titre, faites attention à la taille de position. Mais voilà, ce qui m'intéresse sur Nikon, donc on est sur les plus bas historiques et on voit que, voilà, il y a la mise en place d'une construction. Là aussi, mise en place d'une construction qui est visible et de réduction de volatilité qui est visible avec très peu de volume en hebdomadaire, mais qui est surtout très visible en journalier. Journalier, qu'est-ce que j'ai? J'ai effectivement ce biseau descendant qui a été cassé, donc la grande figure cassée, et on fait la moyenne petite figure. Donc pour le moment, j'ai pas de signal. On aura éventuellement un signal au-dessus des 1,25 €, voire 1,26 € pour pouvoir relancer. On casse par le bas, évidemment, on laisse tomber. Hein. Si on repasse sous les 1 €, 1,08 €, on laisse tomber. Mais mon espoir, quand même, c'est qu'on ait à un moment donné la cassure, une petite congestion pour pouvoir repartir. Les objectifs, ce sera de retrouver les 1,45 € et ensuite, dans un second temps, éventuellement, aller retrouver les 1,78 € à 1,80 €. Voilà, mes chers amis, une nouvelle fois, je tiens vraiment profondément à vous remercier pour tous vos messages de soutien qui sont absolument extraordinaires, tous vos messages voilà, d'une bienveillance, d'une politesse vraiment exemplaire. Encore une fois, ça fait du bien de voir qu'on est capable, toutes et tous, d'être respectueux, bienveillants les uns envers les autres. Ça fait du bien à tout le monde. Je veux dire, la gentillesse n'est pas du tout une faiblesse, bien au contraire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end. Très bientôt, vous aurez une émission éco qui va arriver, une émission spéciale économique qui va arriver avec des spécialistes, des intervenants très intéressants. Donc voilà, j'espère que vous la louperez pas. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou. Et puis je vous souhaite bien sûr de passer un bon week-end. Et surtout, bien évidemment, vous le savez, prenez soin des gens qui vous aiment. À bientôt. Ciao.